Mais ou c'est en 2000? Non, Ah, Si, c'est c'est en 23. 2000, c'est En 23. 22, Ah, oui, 22 oui. les Warriors jouent plus en 22. Ah oui. Oui, mais oui, merci, j'avais. Contre Boston, je sais pas si vous vous souvenez, il y Ouais. avait Oui, oui, c'est. Et Boston qui bref, menait de 15, hein, je crois. bref. Boston menait 2-0, non? Bref. Ouais. Non, il y avait 1-1, mais ils étaient à 2-1 et ils menaient 2-1. 15 points et voilà. À la maison, ouais. Ah ouais. Bref, comme tu dis. Ouais, voilà, bref. Salut les amis, on enchaîne. J'espère que vous avez apprécié la vidéo sur nos tops de ce début de saison. On attend vos commentaires, on attend les débats Twitter qui sont toujours très très sympas. Je suis encore avec Azad et Baptiste. Salut les gars, comment ça va? Toujours aussi bien. Ça n'a pas bougé, très bien, Ça n'a pas très grande bougé. forme. Vous êtes prêts? Ils se sont relevés les manches le temps d'un instant et ils m'ont dit qu'ils étaient très très chauds pour parler des flops de ce début de saison. On va pas perdre plus de temps. On y va direct. Baptiste, quel est ton premier flop de ce début de saison? Alors mon premier flop, ça va être celui qui me frustre le plus. Mais ça va être en un sens tout ce qui est à Denver et qui n'est pas Nikola Jokic ou Julian Strawther. En gros. Mais non, mais c'est surtout en fait, c'est même pas tant les joueurs, c'est plus la construction de l'effectif moi qui me frustre et qui me fait dire que c'est un flop dans le sens où je trouve que Denver alors a toujours des minutes très positives avec Nikola Jokic parce que bah Nikola Jokic est une anomalie de l'histoire tout simplement. Mais je trouve que ça a un peu ruiné tout ce qui était bien du côté de Denver cette intersaison. Alors après, c'est vrai que il y a ce côté un peu, c'est une vision long terme et les jeunes, si tu arrives à bien les développer, bah ouais, tu les payes pas cher et tu as un noyau dur de jeunes joueurs autour de Nikola Jokic qui est performant et qui a un rapport qualité-prix inégalable. Mais toujours est-il qu'en l'état, avec la perte de KCP, celle de Bruce Brown l'année passée, je trouve que il y a un truc qui est flagrant déjà, c'est le spacing du côté de Denver, dont on a beaucoup parlé, mais Nikola Jokic, c'est peut-être le meilleur passeur de NBA parce que il a cette taille, il a tout ce qu'il faut d'un passeur, et bah tu lui mets pas forcément de spacing, donc déjà de facto ça réduit un peu son impact potentiel parce que ça permet aux équipes de le doubler beaucoup, et le spacing, bah Russell Westbrook, même si il a des matchs intéressants, ça reste structurellement ça reste un joueur pas forcément ultra compatible avec Jokic, encore que sur des séquences de cut ou de jeu à deux, ça marche pas mal, mais je veux dire, dès qu'il est pas on ball, c'est pas très bon. Il Mais y a Dion, ils sont plus compatibles offensivement que défensivement, et déjà offensivement, c'est pas terrible. Mais déjà, première chose, est-ce que le fait de se dire en 2024-25 que Westbrook est plus efficace avec Jokic limite que Jamal Murray, est-ce que ça fait pas un peu paniquer sur la structure de Denver? Bon, ils sont signés tous les deux au ouais, minimum, non? Donc ça va. t'as le même rapport qualité-prix. Mmh. Non, mais oui, c'est sûr. Après, il y a tellement d'autres trucs. Il y a le poste 5. Bon, après, ils ont pas de chance parce qu'il y a la blessure du rookie qu'ils avaient drafté d'Aaron Holmes. Mais t'as dit André Jordan qui joue 15 minutes par match. Et franchement, C'est long, hein. le match contre Cleveland, le début du deuxième quart-temps, il se fait cibler sur chaque action défensivement et offensivement. C'est pas comme s'il t'apportait quelque chose de grandiose. Le problème, c'est que Peyton Watson, moi, c'est un joueur que j'adore, mais finalement, bah, avec Aaron Gordon, avec Westbrook, ça fait doublon, et bah, t'as des line-up où t'as Westbrook, Peyton Watson, DeAndre Jordan, et là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? On est de retour en 2004, quoi, limite. Et défensivement, défensivement, c'est pas forcément très bon non plus, pour pas dire que c'est catastrophique. Je crois qu'ils sont 19e au defensive rating. Ouais. Et ouais, je trouve que pour le coup, le drop de Jokic se fait beaucoup attaquer. Les rotations off-ball sont pas forcément très intéressantes. Le premier rideau est pas forcément très intéressant. Westbrook, finalement, en un sens, dans le 5, il marche pas si mal, mais défensivement, il se fait cibler comme rarement on-ball, quoi. Mais bon, voilà. Donc ouais, c'est un peu un ensemble de choses qui font que bah t'as Jokic qui a 29 ans, qui est dans son prime physique et technique de façon assez indéniable, et qui pourtant, bah on en a parlé dans les tops, Azad a dit qu'il voyait Denver comme une des meilleures équipes de playoff.
moi je trouve que en l'état, l'effectif a des très, très grosses lacunes qui font qu'aujourd'hui Denver ils sont presque plus un outsider alors que tu as un des meilleurs joueurs offensifs dans son prime, quoi. Ouais, mais c'est pour ça que je les mettais dans les potentiellement les meilleures équipes de playoff à l'Ouest parce que t'as le meilleur joueur de la série, Quoi qu'il arrive, ouais. ce qui compte quand même un peu. Et je pense que t'as peut-être un truc qui marche pas forcément hyper bien sur une longue saison régulière, mais qui peut te permettre en playoff, entre guillemets, d'aller chercher plus ces petits matchs, entre guillemets, qui font la différence sur une série de seulement 4 matchs. Mais le problème, c'est qu'ils vont être genre au play-in et que du coup, enfin, peut-être pas au play-in, mais en tout cas, potentiellement, ils pourraient être dans une situation très délicate. Et on a vu l'année dernière que, bah, contre les Timberwolves, c'est une meilleure équipe, Denver, mais t'as une équipe qui est schématisée contre toi et il y a un match qui tourne pas rond et au final, bah, tu perds en 7 et ça passe pas. Donc, Et ça se joue à très peu de choses, quoi. il y a pas mal d'équipes qui, je trouve, sont de plus en plus, enfin, de plus en plus. Tu Oui. vois, genre, je pense que Dallas, ils jouent quand même vachement grand, donc ils pourront se permettre d'avoir des prises à deux sur lui. OK, ici, bah Hartenstein, je pense qu'il a été recruté en partie pour ça. Mais même Pour, Memphis, hein. Memphis, je pense qu'ils ont les armes pour faire chez Denver, hein. ouais, peut-être. C'est sûr que t'as peut-être le meilleur roamer du monde. Bon, si Wemby n'existait pas, avec Jaren Jackson Jr. Donc, non, c'est sûr. Et moi, je trouve que, ouais, il y a le spacing. Cette année, je crois qu'ils sont deuxième en fréquence au panier. Donc, en un sens, c'est positif. Mais t'as plus aucun tireur à part Michael Porter Jr. presque, quoi. Ouais. Et ouais, c'est assez frustrant, en fait, je trouve, à voir Denver. Surtout Le quand t'as pire, connu, entre ouais, guillemets, ce que ça pouvait 2023. être. Bah, le Ouais. pire, c'est que moi, j'arrive pas à avoir une solution, en fait. Parce que tu vois, il parlait de Lavine dans les trades, t'es là, genre, ouais, mais du coup, t'envoies qui? Michael Porter Jr. Du coup, en fait, tu perds en spacing. Ouais, Super. en fait, c'est ça, t'as un shooter pour un shooter, quoi. Ouais, En fait, cette année, t'as pas de test. ouais, cette année, elle est un peu niquée parce que tu peux pas trade Jamal Murray. Tu vas pas trade Michael Porter Jr. parce que sinon, bah, t'as plus grand chose. Du coup, t'as des contrats rookies à aller Et payer. ouais. Et Il Aaron faut que tu, Gordon. voilà, il faut que tu colles Aaron Gordon dans ce cas-là. Bah ouais, mais du C'est, coup, Sachant que dans le fit avec Jokic, Aaron Gordon, bah ouais, c'était c'est, quand même limite le joueur le plus parfait pour jouer à côté de ouais, Jokic. c'est Donc ça, tu te c'est ça. sépares de limite de ton meilleur duo pour aller chercher potentiellement quelque chose qui te fera pas passer un step. Pour rebondir là-dessus, moi les gars, avant d'enchaîner sur mon flop qui est un peu dans le même sujet, on a adoubé les coachs dans la vidéo de nos tops. Est-ce que vous pouvez me dire un petit mot sur la gestion de l'effectif de Mike Malone? Même si on lui a pas mis tout entre les mains, des fois j'ai des vrais doutes et t'en as parlé à un moment donné, Baptiste, il nous envoie des line-up hmm. plus que chelou, quoi. Est-ce que lui aussi, il est pas un peu perdu? Ouais, Moi, je pense qu'il fait un peu avec ce qu'il a. Je suis ouais. pas un grand Je fan de pense Mike Malone, mais qu'il y a un peu des deux, ouais. Il y a ouais, un c'est peu comme des Mike deux. Brown, hein. T'es là, genre, ouais, mais en même temps, Loulou, On arrive. Attends, Mike Brown, on arrive. T'es un peu obligé, mais ouais, bah, le problème, c'est que c'est un peu un truc qu'on avait vu dès le début de saison, mais c'est que bah si tu veux prioriser ton 5 majeur, par exemple, en mettant Julian Strawther dans le 5, je dis n'importe quoi, ouais, et ben en fait ton banc il se retrouve avec des joueurs qui peuvent pas jouer ensemble. Tu te Ouais. retrouverais avec Westbrook, Christian Brown, Peyton Watson et DeAndre Jordan. Donc en fait, je pense qu'il essaye aussi de trouver un peu un espèce d'équilibre avec avec son 5 majeur tout en gardant un banc qui bon, même si ça fait monter les on-off de Jokic, ne serait pas complètement catastrophique. Et je pense que ouais, il fait un peu avec ce qu'il a malheureusement, quoi. Ouais. Ok. Ouais, bon, bah, en tout cas, bon courage à Denver. Azad, avant de te donner la main, je voulais juste caler ce petit. C'est pas vraiment un flop en fait, mais moi, c'est une discussion qui m'agace un petit peu et j'aimerais bien voir votre avis là-dessus. Il y a le MVP Leader qui est sorti il y a 2 jours. Et moi, je ne comprends pas pourquoi Shai Gilgeous-Alexander n'est pas numéro 1 de ce MVP Leader. Tous les ans, et c'est pas pour défaire ce qu'est en train de faire Jokic dans son prime qui est monumental, et c'est pas pour défaire non plus ce qu'est en train de faire Giannis de l'autre côté qui est aussi monumental. Mais qu'est-ce que peut faire Shai de plus avec les stats qu'il aligne en étant numéro 1 à l'Ouest pour être considéré numéro 1 et pour potentiellement aller glaner ce titre de MVP? Moi, je bon, de pense toute qu'il va façon, l'avoir de toute façon. ouais, je pense qu'il va l'avoir, hein. Je pense que Il Denver, a pas été numéro 1 une seule fois du MVP Leader sur le début de saison, hein. ouais, mais on n'est pas, ouais, c'est encore le début de saison. En vrai, je pense que c'est pas
très très grave entre guillemets. Peut-être le seule chose qui peut lui être reproché, c'est de manquer peut-être de passing ou de playmaking pour les autres. Mais bon, il est tellement élite pour le playmaking à soi-même. Non, mais tu vois, si tu vas chercher là où il est pas, Oui. Si tu compares avec avec un Jokic ou un Giannis. bah, du coup, quand tu compares pour le truc de MVP, c'est que tu compares avec Jokic. En vrai, le problème, c'est que tu compares avec Jokic, tu compares avec peut-être le meilleur joueur offensif de Sa génération. bah déjà de l'histoire. De l'histoire pas en tout loin. cas, tu parles t'es quand même assez haut en termes d'efficacité individuelle, de scoring et de création collective et d'implacabilité. Donc ouais. Donc quand t'es en concurrence avec un des meilleurs, voire le meilleur joueur offensif de l'histoire pour un titre de MVP, alors que le joueur à 29 ans est dans son prime et en plus est complètement esselé de talent autour de lui, donc il maintient le niveau d'une équipe à lui tout seul. Bah ouais, en fait, qu'est-ce que tu peux faire? Bah pas grand-chose à part. En fait, le seul truc que tu peux espérer, c'est que Denver se casse la gueule assez bas pour que Shai brille un peu plus et qu'on mette plus en avant le fait qu'il soit premier de conférence, etc. Mais je pense pas que ça est beaucoup mieux à faire entre guillemets. Je pense que c'est juste Oui, c'est le troisième meilleur joueur ou deuxième, troisième, quatrième meilleur joueur de NBA et puis c'est comme ça. Après, le problème c'est que je pense que là t'as pas recruté les bons pour le débat du MVP. J'avoue, enfin, moi j'ai le pas problème forcément c'est envie de que là-dessus. vu qu'on n'a jamais les critères, comment tu veux évaluer un MVP? Alors après, est-ce que le bilan ça compte? Visiblement, ça va compter un peu. Pourquoi est-ce que ça compterait pourquoi est-ce que on amputerait du coup à Jokic le fait qu'il ait perdu des joueurs? Enfin, tu vois, ça ne le rend pas moins valuable. Ouais. Donc c'est un peu des choses cheloues qu'on comprend pas trop et on va dire OK si ils vont gagner encore plus de matchs, bah oui, bah en même temps, il y a la progression de Kayson Wallace, il y a plus Josh Giddey, il y a Isaiah Hartenstein, il y a plein de choses qui ne sont pas forcément du ressort de Shai Gilgeous-Alexander. Ouais. Donc ouais, moi il y a plein de critères que je comprends pas. Je pense qu'au final il va l'avoir parce qu'ils vont faire une saison à plus de 60 victoires, parce que ça va compter le bilan, parce que c'est quand même un des meilleurs joueurs offensifs de NBA qui en plus est pas forcément une aussi grosse lacune défensive, même si parfois il s'oublie un peu off-ball, mais c'est pas aussi grosse lacune que Jokic. Donc il y a des arguments. Je pense qu'au final il va l'avoir. Et je crois que le MVP ladder, si je dis pas de bêtises, c'est le classement d'un seul journaliste à chaque fois. En plus, oui. Je crois que c'est ça. Donc, au final, c'est pas très représentatif du vrai vote qui y aura en fin de saison. Ouais, là, tu vois, ils ont perdu que 5 matchs. On parlait dans la vidéo des tops de Cleveland qu'on avait perdu que 4. Bon, Oklahoma, en fait, ils en ont perdu que 5. Ouais, on n'a même pas parlé de Casey dans la vidéo des tops, mais non, mais je pense parce que qu'on s'y attendait. Ouais, c'est ça. là, on aurait pu en parler, c'est qu'on s'attendait pas à ce qu'ils aient des blessés et qu'ils arrivent à maintenir un tel niveau de jeu. Je pensais pas qu'avec Chet Holmgren, ils arriveraient à maintenir ce niveau défensif. Ouais. Ouais, du coup, le niveau défensif sur la saison, il est pas mal aidé par la première partie où il y avait Chet, mais au final, ça a pas trop dégringolé depuis qu'il est plus là. Ouais. Donc non, franchement, c'est OK. Si c'est une des 2-3 meilleures équipes, en tout cas sur la saison régulière. Moi, il y a un truc qui me dérange peut-être un peu, c'est le niveau de spacing d'OKC. Où ça m'a pas mal sauté aux yeux contre les Bucks dans la finale du Beach Tournament, là, je sais plus comment ça s'appelle. In-season. De la Fly Emirates Stadium Arena Arsenal Cup Carabao. Et non, franchement, le spacing. Et puis, le problème, en fait, il a pas. En fait, je pensais que Caruso il déplacerait un peu le curseur, mais pas tant. Non, et puis même, ce que je trouve qui est un peu décevant, tu vois, c'est, je trouve l'animation même du spacing à OKC. Dans le sens où c'est justement des joueurs, tu vois, qui sont stationnaires dans les corners et tu vois, c'est pas comme Memphis qui est très fort pour dès qu'il y a une aide, en fait, ça bouge tellement que c'est bien animé, quoi. Ouais. Mais ouais. Mais bon, bon, après, ils ont quand même perdu que 5 matchs, quoi. Ouais, voilà. Puis je pense que ça va peut-être pas mal venir aussi avec le temps parce que du coup, ils sont en train aussi d'ajuster leur rotation avec les blessures et avec les recrues. Donc, je pense que même le niveau d'OKC actuel est pas forcément le niveau final. C'est pour ça que pour l'instant, mon inquiétude pour le spacing, elle reste limitée, quoi. Elle est pas définitive. Ouais. Mais dans le match contre OKC, je me suis dit, ah oui, en fait, ça va pas,
Ça va pas tant bouger que ça, en fait, niveau Ouais. qualité de spacing, quoi. Ah non, il y a encore des failles dans leur jeu et puis on les jugera pleinement quand l'effectif sera au complet, on les jugera en playoff. Azad, je te laisse la main. Quel est ton flop de ce début de saison, enfin numéro 1, numéro 2? Alors, j'aurais pu taper sur la défense de Boston, mais je vais pas le faire. Mais j'aurais pu. Mais je vais plutôt dire que la frustration et le flop, c'est que Golden State a pas encore assez bougé selon moi, et on a besoin d'avoir un dernier gros run de playoff de Curry et Green. Et plus les années passent, moins on a de chances de l'avoir. Et je pense pas que c'est Podziemski, Kuminga et Moses Moody qui vont permettre à ce duo-là d'aller loin en playoff. Et le problème, c'est que ces joueurs-là, ils ont les salaires et le potentiel pour être échangés contre des pièces intéressantes, mais pour l'instant, ça bouge toujours pas. Ils sont allés chercher Dennis Schroeder qui apporte un peu en sortie de banc, mais qui te génère toujours autant de problèmes défensifs et qui sauve dans tous les cas pas forcément tes problèmes de line-up et de profondeur. C'est un joueur qui t'apporte du drive, ils en avaient pas, donc c'est bien pour ça. Il y a une première case qui a été cochée dans les choses qui leur manquaient, mais moi ça me frustre d'avoir ce duo-là qui est genre un truc vraiment genre qui aura marqué l'histoire de la NBA, d'avoir Curry qui est pas assez optimisé sur ces dernières saisons où il peut encore performer à très haut niveau. Et en plus, il est pas blessé. Il a quand même toujours eu. Il y a eu beaucoup de périodes où ça s'est bien passé, mais il y a eu des périodes aussi où des saisons blanches au milieu de son prime. Donc c'est un joueur qui peut aussi être blessé et pas revenir pendant un moment. Moi, je pense que la NBA et qu'on a tous besoin qu'ils aillent chercher Un run. ouais, qu'ils aillent chercher quand même, enfin, tu vois, qui bazardent leurs 5 années après la carrière de Curry pour aller gagner avec Curry. De toute façon, tu vas pas redrafter un Curry derrière. Donc, casse pas les couilles. Et Genre, même si tu en draftes un, tu drafteras pas un Draymond Green avec. oui, dans tous les cas, genre, tu pourras pas mieux optimiser l'un et l'autre. Donc là, maintenant, il faut, genre, arrête de nous faire croire que le futur, c'est Kuminga, quoi. Et du coup, c'est quoi la pièce que tu veux aller chercher? Parce qu'en début de saison et pendant pas mal de temps, on parlait d'un profil Lauri Markkanen. Est-ce que tu te concentres sur un joueur comme ça ou parce que je vois pas non plus la plus-value énorme que pourra apporter un Markkanen dans cet effectif. Qu'est-ce que tu veux aller chercher concrètement? Il y a Baptiste qui est en train de se marrer parce qu'il sait ce que je pense de Lauri Markkanen. Non, en vrai, à la limite, quitte à aller chercher Lauri Markkanen, autant aller chercher Cam Johnson, qui t'apportera plus pour moins cher, entre guillemets, et que ce soit moins cher en termes De d'assets. toute façon, il est pas bougeable, Markkanen, pardon. Oui, déjà, il est pas bougeable parce qu'ils ils l'ont re-signé au max, et en plus, il est pas forcément très intéressant, entre guillemets. Alors qu'un Cam Johnson, beaucoup plus. Moi, je pense qu'ils auraient dû aller chercher Paul George, surtout. On en avait parlé avec Guillaume. En vrai, pour moi, c'était le profil parfait, entre guillemets. En gros, il te faut un joueur qui soit capable d'assumer un peu de la charge sans Curry, jouer à côté de Curry. Bah, Paul George, c'est exactement ce qu'il faisait à côté d'Harden et Kawhi l'année dernière, en fait. Il avait augmenté son volume de panier assisté, mais il était aussi capable un peu de jouer le playmaker et l'initiateur quand il fallait. Défensivement, il a une plus-value de ouf. C'est un des meilleurs défenseurs au niveau de l'aide et au niveau du nail et de justement cette partie-là off-ball sur le côté faible. Enfin, c'était le joueur entre guillemets parfait qu'il leur fallait pour finir un petit peu ce run-là. Bah, le problème, c'est que les Paul George, ça pousse pas partout, donc tu vas pas forcément pouvoir aller te chercher un équivalent facilement. J'espérais, en fait, je pense qu'ils espéraient aussi potentiellement que les Clippers, ça se pète la gueule et qu'il y ait une chance d'aller chercher un Kawhi en bazardant des trucs. Je pense que c'est pas trop le cas. Jimmy? Ouais, bah ouais. Théoriquement, ouais. Après, je pense que ton spacing, il prend un sacré coup dans la gueule, mais c'est pas. Est-ce que c'est moins bien que Kuminga en spacing? Oui, non, oui, non. Et puis dans tous les cas, je veux dire, tu vas pas trop cumuler les minutes avec Green, Butler et Curry entre guillemets. Enfin, tu vois, tu vas pouvoir justement faire des minutes les avec répartir, ouais. que un des deux. Et ouais, bah Butler qui peut drive avec Curry qui prend des écrans off-ball. Du coup, tu sais pas où venir en aide. Ouais, potentiellement ça peut être intéressant. Pas Mais mal. bon, apparemment, Pat Riley a pris le compte du 8 et il a dit on va pas trader. Du coup, normalement, d'ici 2-3 semaines, ouais, il y a Jimmy Butler à Phoenix ou Golden State. Moi, j'aimerais bien à Boston, mais bon, je me suis fait un peu tirer dans les pattes quand j'ai dit ça. Donc, Contre Jalen Brown?
Ouais, contre en fait, moi, ce qui m'énerve, enfin, ce qui me pose le plus problème du côté de Boston, c'est le contrat de Jrue Holiday. Ouais. Qui est à plus de 40 millions l'année, je crois. Non, peut-être pas, mais qui est genre, je crois qui est à plus de 30, en tout cas, c'est sûr. Et Jrue Holiday, il a commencé à entamer le début de la fin, là. Donc, ouais, je sais pas trop comment ils vont pouvoir le bouger, lui. Mais bon, à voir. Mais ouais, à Boston, en fait, Jimmy Butler dans un spacing, quoi, entre guillemets. Ouais. Mais bon, voilà un petit peu pour. C'était mon flop, hein. Oui, c'est ça. Pour le flop, c'est un peu genre voir une saison de Curry et Draymond Green pas compétitive. Pour une fois qu'en plus Draymond Green n'a frappé personne. Ouais, et puis en plus, Alors que ça se bat à côté, hein. Ouais, Baptiste. non, mais je le trouve, Draymond Green, je le trouve tellement fort encore cette saison Ouais. défensivement. Ouais. Et- Ouais, non, mais j'en avais parlé, on en avait parlé sur une vidéo des Warriors. C'est vrai que Draymond Green, ça faisait un moment que je l'avais pas vu aussi affûté physiquement et dans sa tête, prêt à jouer, prêt à donner tout ce qui lui reste sur le terrain. Le côté leader défensif vocal, c'est assez impressionnant. C'est vrai que c'est triste de pas avoir l'effectif pour emmener ces mecs là au bout, quoi. Donc là-dessus, Azad, je te rejoins. Baptiste, un autre flop. Je te laisse la main. Ouais, bah, j'ai parlé d'une équipe qu'on aurait pu mettre dans les tops, mais pour moi où il y a un gros flop, c'est Houston, c'est les Rockets, et je vais Ah parler putain, il va me du. faire chier avec Amen Thompson, on n'en peut plus. Non, 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 je vais plus parler du. Mais je vais parler des flops, donc je vais pas parler de lui. Mais non, mais tu vas dire qu'il est pas assez utilisé. Non, je vais parler du guard play et de la création de Houston. Et je vais pas Du coup, dire il n'y a pas qui. assez d'Amen Thompson. Je ne vais pas dire ce qu'il faut faire. Je vais dire ce qui est fait n'est pas bon, dans le sens où, en fait, pour moi, Houston, il y a un peu le jeu de Udoka. Il y a un peu de mieux offensivement, mais en fait, le duo slash trio même créateur de Houston avec Jalen Green, Fred VanVleet et Dion Brooks, parce qu'il a quand même pas mal de volume encore. Et ben, je le trouve en fait incroyablement limité et je trouve que en fait ça malgré tout Houston a une bonne attaque parce que ils attaquent ultra agressivement le rebond offensif, ça c'est sûr, mais du coup je trouve que ça limite vachement en fait ton plafond d'équipe et même peut-être en un sens ton plancher, enfin juste ton niveau en fait simplement parce que bah Fred VanVleet, ça reste un des meneurs avec le moins de drive de NBA et il a quand même énormément de responsabilités et c'est beaucoup de pick and roll. Euh, Jalen Green, c'est peut-être le joueur le plus inconstant de NBA, c'est-à-dire qu'il peut te faire un match à 35 et ultra efficace et le match après, il va enchaîner 3 paires de balles et il joue même pas. Et en fait, même dans son decision making, en fait, Jalen Green, je trouve que c'est un peu inquiétant. Alors, il est à 70% au cercle, ce qui est son career high en réussite au panier, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais en fait, il est à 26% sur les mid-range, 33% à 3 points, et t'as un joueur qui, dans sa 4e saison, qui a été prolongée et qui est en fait encore ultra inefficace. Et Dion Brooks, bon bah on le présente plus, Connais. on sait ce qu'il vaut, on sait ce qu'il vaut pas aussi. Et en fait, ouais, je trouve que un peu un duo trio sur tes lignes arrière qui en fait est un trou à inefficacité sans avoir le côté création pour les autres que peuvent avoir certains joueurs à ce poste-là. Par exemple, tu vois un triangle, il est pas forcément ultra efficace, mais il a une telle création pour les autres que bah tu lui pardonnes complètement. Ou Et Jamorant qui crée du chaos, qui sans créer pour les autres, même s'il crée un peu pour les autres, là, il n'y a pas la même volume de passing que Trae Young, mais tu as une création de chaos qui crée des espaces et du coup c'est autre chose, mais tu as une création, entre guillemets, peu importe la forme qu'elle a, ouais. il y a quelque chose, quoi. Et juste Jalen Green, il est à 1,07 points par tir. Fred VanVleet, il est à 1,01 points par tir, sachant que la moyenne, elle est aux alentours des 1,15. Ouais, Donc c'est léger, hein. tu perds énormément, rien que sur ça. Et après, moi, je m'arrête là, mais du coup, ouais, en fait, je sais pas, je pense pas fondamentalement que ce soit, je pense que c'est des joueurs limités déjà et qui en plus sont utilisés comme des stars, enfin sur beaucoup de guard play comme était utilisé Tatum et Brown avec Udoka, mais finalement beaucoup de pick and roll, de l'isolation créée sur du mismatch et bah Jalen Green au final on se rend compte qu'il est pas forcément bon là-dessus et que même quand
quand il attire une aide, il va pas l'avoir. Et bon, Fred VanVleet, on le connaît aussi, quoi. Donc ouais, c'est un peu frustrant. Moi, je trouve ça assez. En fait, en l'état, je trouve que s'ils changent rien, ils auront toujours ce plafond de verre et que pour l'instant, Ouais. c'est un peu une équipe qui surperforme parce qu'il y a des blessures chez les uns et les autres et qui surperforme parce qu'ils ont une défense d'élite. Mais ouais, voilà. On voit souvent des comparaisons, en tout cas des attentes de la part de certains fans et de certains observateurs qui attendent un peu plus de création de la part de Sengun. Est-ce que ça peut être une solution viable réellement? Bah oui, Allez, on est reparti. collectivement, non mais collectivement, ouais. Après, ça reste limite enfin, il est utilisé beaucoup en poseur d'écran parce que c'est un bon poseur d'écran, mais en tant que rollman, alors que bah, il est pas forcément ultra vertical, c'est pas forcément une menace dessus, et il a pas de spacing, donc au final son passing est vachement limité parce qu'il se fait beaucoup doubler, et même son scoring est quand même très très décevant. Il arrive pas à étendre son jeu au-delà de la raquette, et même dans la raquette sur du post-up, bah vu qu'il est pas ultra grand et qu'on lui donne que des post-up face à des intérieurs sans avoir de mismatch ou quoi, et ben il galère vachement. Et donc je sais pas. En tout cas, Udoka a un style de jeu qui est pas forcément ultra Shengun compatible Ouais. et qui privilégie, je pense plutôt, comme dit, des sets un peu plus classiques pour ses porteurs de balles. Et en l'état, c'est un peu limité, Ouais. quoi. On aimerait plus de minutes pour Amen Thompson, tout ça, quoi. Azad, ton avis soit sur les Rockets, soit je te laisse enchaîner avec un flop. Bah écoute, non, on peut continuer sur les Rockets. Je pense que dans tous les cas, il y a aussi une notion de trade qui va potentiellement les pousser à autre chose. Et je pense que peut-être la création pour Sengun viendra quand il y aura aussi peut-être un spacing qui sera plus adapté. Puis de ce que j'ai vu aussi, il y a des moments de flash de création pour Sengun. Donc petit à petit, les choses aussi se mettent en place. Donc clairement, moi, je suis pas trop inquiet. Je pense qu'on est encore au tout début du projet Rockets, donc il y a pas non plus trop d'inquiétude. Et je pense qu'ils sont à un trade d'être vraiment très sérieux, donc il y a pas trop de problèmes. Et au niveau de mon petit dernier flop, bah, je vais rester un peu dans le Texas. Et moi, c'est un peu la fréquence au cercle de Wembanyama. Ah, il y a Et 33 points en NBA, hein. non, bah alors moi c'est pas c'est ouais bon ok c'est vrai que le volume de 3 points, c'est vrai qu'il prend quand même 47% de ses tirs à 3 points. C'est énorme, mais limite je suis plus dérangé par les longues distances. Je me dis Après, il en rentre 36%. oui, voilà, mais tant qu'à prendre des pull-ups, autant les prendre derrière la ligne. Et par contre, le fait qu'il y ait très peu de fréquence au cercle et du coup très peu de lancers francs provoqués me pose un peu la question sur la viabilité de son scoring, en tout cas pour l'instant. Et je sais pas s'il y a une notion de peur de blessure qui fait qu'ils vont pas l'utiliser trop au cercle. Je sais pas trop. Et il y a aussi une notion je suis pas fan du duo avec Chris Paul. En fait, je Ah ouais? suis non mais dans la théorie du développement, genre en tant que rollman, Wembanyama pour Chris Paul, bon bah c'est très bien parce que du coup c'est fantastique et on voit ce que ça peut donner. Mais en fait, moi je préférais un porteur de balle qui soit plus dynamique à côté de Wembanyama, un mec qui puisse quand il D'Aaron pose un Fox? quoi? D'Aaron Fox? Ouais, bah, oui, pourquoi pas, mais un mec qui puisse quand il pose enfin, je veux dire, Chris Paul, il pose un écran pour aller sur du short roll. Déjà, pour le trouver, Chris Paul, vu qu'il fait genre 1m12 au milieu de toute la foule, pour le trouver sur short roll, c'est pas facile. Puis après, le ballon, il ressort pas non plus de manière impeccable. C'est pas une grosse menace au scoring. Donc, je pense que, théoriquement, genre, je pense que même au terme de tout ce qui est à côté du terrain, je pense que ça fonctionne très bien et que c'est très bien pour la carrière de Wembanyama d'avoir Chris Paul au début de sa carrière. Je trouve que le duo en tant que tel, il arrive peut-être un peu tard dans la carrière de Chris Paul pour que ce Ouais. soit foncièrement intéressant en termes sportifs. Mais bon, d'un autre côté, pour l'instant, ils sont à l'équilibre en termes de victoires et défaites et l'équipe fonctionne très bien quand les deux sont sur le terrain. Donc peut-être que c'est moi qui bite rien au basket et qui monte un vieux rageux, mais bon, ouais, Chris Paul, il a plus 20 de on-off. Donc bon, tu vois, genre au final, je me plains d'un truc qui Ouais, mais fonctionne. est-ce que c'est pas parce qu'il y a personne d'autre, quoi?
Bah, t'as Malaki Ibrahim et T'as Trey Jones. Trey Jones. Ouais, non, Ouais, mais t'as eu c'est. un peu de Stéphane Cassel, un peu à la création, c'était un peu Bah, limité, je mais tu sens qu'il y a un préfère, je préfère potentiel. largement le duo avec Castle parce qu'il est, Ouais. il a plus de défauts et de déchets, mais le pick and roll inversé qui pour moi est vraiment genre le truc qu'on doit pousser avec Wembanyama. Chris Paul, c'est pas le bon partenaire de Mhm. pick and roll inversé, pas du tout. Mhm. Et du coup voilà. Mais c'est vraiment, c'est plus, voilà, c'est et puis comme la fréquence au cercle, tu vois, c'est, je pense qu'ils testent encore des trucs, donc bon, c'est pas très grave, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça l'argument principal, c'est de se dire que on n'est pas au bout des tests de Wemby. Je pense que c'est encore une saison test et c'est très bien que ça le soit. Moi, pour être tout à fait honnête, je l'avais plutôt dans mes tops, surtout sur le mois et demi de compétition qui vient de s'écouler, notamment son mois de décembre, où le mec, au-delà de présenter des stats folles, enfin quand il est sur le terrain et j'ai vraiment le Christmas game contre les Knicks en tête, c'est flippant, hein. C'est quand même effrayant de se dire que le mec, il prend ses 4 premiers shoots, c'est des shoots à 3 points, où tu te dis, mais arrête, il est à 0 sur 4, il envoie des briques, et le mec derrière, il en met un, il enchaîne 3 sur 3, et, et tu sens que petit à petit, plus le match avance, plus tu peux rien faire contre lui. Ouais, mais tu vois, sur le Christmas game, il y a aussi un truc de, je trouve que ça rejoint un peu ce que vous dites tous les deux, mais tu comprends pourquoi ils le font shooter sur le deuxième quart-temps parce que, bah, en fait, au-delà de mettre les tirs, c'est que ça fait changer les Knicks leur schéma, etc. Et je trouve qu'au final, tu vois, ils perdent aussi un peu le match limite là-dessus parce que, bah, les Knicks du coup se mettent à switcher et Wemby continue à prendre des tirs à 3 points alors qu'il a potentiellement un gros mismatch parce qu'il a plus 48 Towns dessus. Il y a même parfois où il a Jalen Brunson et il va limite quand même prendre le tir. Il y a une ou deux séquences où il commence à post-up et direct il y a une prise à deux. Mais c'est un peu, ouais, bah finalement, le tir à 3 points, ça peut être une arme qui force les défenses en fait à se mettre dans des situations un peu inhabituelles et où limite tu peux en tirer encore plus. Et limite c'est ça un peu le prochain truc quoi avec lui, je pense. Ouais, de toute façon, on va suivre l'évolution. Moi, pour le moment, je t'avoue que c'est encore que du kiff et j'ai hâte de voir Ah bah jusqu'où après, ce mec peut aller, quoi. moi, je me plains parce que justement, j'ai encore plus Ouais, d'attentes, mais c'est déjà t'en très veux bien. plus. Donc, Ouais, Oui. c'est clair. C'est clair. Baptiste, je te laisse la main pour un dernier flop. Bah alors moi j'avais les Warriors aussi en flop. Donc ça ne m'arrange pas. Et ouais, moi j'avais un peu, pour le coup, ça va un peu à contre-courant, mais j'avais vraiment les blessures. Ouais. Parce que moi je trouve que ça m'ennuie vachement, tu vois. Phoenix, qui pour moi était une des meilleures équipes sur le début de saison, même Ouais. au-delà du bilan, sur les schémas défensifs, etc. Bah il y a KD qui s'est pété, je crois, 2 fois. Après il y a Booker qui se pète. C'est un peu voilà. Stephen Curry aux Warriors qui a loupé des matchs, qui en loupent encore. Ja Morant, comme j'en ai parlé la dernière dans la dernière vidéo, qui a Mm. loupé des matchs et qui là encore a loupé le match contre OKC. Chet Holmgren, Luka Mm. Doncic qui Luka, là ouais. est out et déjà hors des trophées. Mais Joel McCain, hein. Embiid, Tu vois, chez les jeunes aussi, McCain, t'avais le mec qui avait ouais, le meilleur la saison rookie qui est de blessé fou. aussi. Kawhi qui est toujours pas là. Kawhi, Embiid, Paul George, Ouais. bon même si Paul George est de retour, Porzingis, Ah ouais. c'est Mitchell une Robinson. mais non mais voilà il y a pas mal de choses où tu te dis pour l'instant c'est kiffant le début de saison parce que je trouve que t'as beaucoup de même de manières de jouer très différentes chez les équipes. Mais bon ça encore c'est un autre débat. Mais il y a ça et au final tu te dis que ça pourrait encore être mieux parce que tout simplement t'as voilà Dallas qui était là. Dallas, moi ça me fend le cœur quoi. Ouais. Ils étaient vraiment en train de trouver un vrai rythme Ouais. avec leur nouvel effectif et puis tu leur enlèves Luka. C'est même si je trouve que depuis qu'il y a Kyrie et même t'as des moyens de créer autrement, bah ça reste quand même peut-être le deuxième meilleur créateur de jeux de NBA qui est pas sur les parquets. Et ça fait chier parce que du coup toutes les affiches, tu vois, je crois que c'est samedi ou dimanche, il y avait Contre un. Minnesota? Ben non, même avant il y avait juste un Dallas contre Phoenix et Ouais. tu te dis Ouais. putain, fait chier quoi. Enfin il y a pas Booker, Mm. il y a pas Luka, voilà quoi.
Ouais, non, Donc, c'est clair. ça m'agace un peu. Mais comme on a dit, peut-être que c'est pour le mieux et que tout le monde sera là en playoff, quoi. Ah, de toute façon, c'est ce qu'on souhaite, hein, si on veut enfin, dans la continuité d'une saison régulière qui est quand même plutôt cool à suivre, si on peut avoir tout le monde sur les playoffs, c'est clair que ce serait cool. Avant de mettre fin à la vidéo, moi, je voulais quand même en faire un petit dernier. On s'en était parlé en off rapidement avant que la vidéo commence, mais c'était un flop qu'on attendait globalement au vu de la construction de l'effectif. Les Kings, merci Mike Brown. C'est compliqué de jouer avec un effectif qui est construit comme ça. On n'est pas surpris, hein, on s'attendait à rien, mais on est quand même déçu. Enfin, qu'est-ce qu'on fait d'Aaron Fox? Est-ce que ça y est, c'est la fin de d'Aaron Fox sous les Kings? Est-ce que les gens ont enfin compris que Sabonis n'était pas un pivot? Enfin, qu'est-ce qui se passe concrètement? Pourquoi on a attendu autant de temps pour terminer en dehors du play-in à l'Ouest, quoi? Bah, de toute façon, je pense que la structure de l'équipe en 2022 qui va au Game 7, donc au final, ils sortent juste au premier tour hein, contre Les Warriors. des Warriors qui étaient pas non plus optimisés. Non, c'est en 2023, c'est pas en 2022 du coup. Mais ou c'est en 2000. Non, Ah, c'est en 2000, c'est En 23. 22, les Warriors sont plus en 22. Ah oui. Oui, mais oui, merci, j'avais. Contre Boston, je sais pas si vous vous souvenez, il y Ouais. avait Oui, c'est. Boston, qui bref. menait de 15, hein, je crois. Bref. Boston menait de 0, non? Bref. Ouais. Non, il y avait 1-1, mais ils étaient à 2-1 et ils menaient 2-1. 15 points et voilà. À la maison, ouais. Bref, comme tu dis. Ouais, voilà, bref. Bref. Oui, la construction de l'équipe, elle a été optimisée sur une saison. Du coup, quand les équipes ont commencé à s'ajuster, ils n'avaient pas assez de ressources pour faire autrement. Ils sont entêtés à garder Sabonis et Fox. Ça ne peut pas marcher, surtout que tu as perdu tous tes assets à côté. Bon, en fait, l'équipe était vouée à l'échec dès le début. Ouais. Ils ont juste réussi à passer une fois en playoff pour dire genre, ah bah, on n'est pas l'équipe la plus misérable des 40 dernières années. Bon, peut-être que si au final, mais ils nous ont fait kiffer 1 an, c'était cool à regarder. Ils ont inspiré pas mal une évolution du jeu sur les end-off et tout, donc bah merci à eux. On s'en rappellera, mais maintenant ouais, va falloir reconstruire de zéro quoi. Ouais. Et ce qui est triste, c'est que tu vois, même sur, enfin, du coup, tu te retrouves même avec DeRozan, qui a quand même, je crois, signé 3 ans. Non, mais tu veux Et- savoir c'est quoi le plus triste? C'est qu'ils ont Vas-y. un net rating positif. Ah ouais? Ouais, je crois que les Lakers, ils ont un moins bon net. Je crois que les Lakers, Ils sont à ils ont un plus, moins bon. ils sont à plus 0,8. Mais l'équipe paraît négative, quoi. Et en fait, parce Ouais. qu'ils perdent des matchs serrés aussi, parce qu'en même temps, c'est hyper facile au dernier moment, arriver un petit peu à schématiser contre eux, parce qu'en fait, bah, t'as déjà vu le film 15 fois, et la seule alternative qu'ils ont trouvée, c'est DeRozan, où ça fait genre 15 fois aussi qu'on a déjà vu le film. Donc, en fait, t'as un film que t'as vu 30 fois. Donc, bah, la 31e fois, tu sais à peu près comment ça va se terminer. Et du coup, bah, ouais, c'est un peu. Et ce qui est fou, ouais, c'est ils avaient pas mal de pics de draft, et tout leur pic de draft a été fait pour construire autour de ce qu'ils avaient déjà. Ils ont vraiment drafté au fit tous les ans. Davion Mitchell, il est plus dans l'effectif. Keegan Murray, au final, c'était peut-être le joueur le plus NBA ready, mais bon, il est un peu décevant. Ouais. Devin Carter aussi, ils l'ont drafté. Moi non plus, je l'aime bien, mais il a pas encore joué. Mais c'est juste un joueur qu'ils ont drafté parce qu'ils pouvaient le mettre à côté de Fox dans le backcourt, mais qui a aucune création. Et tu te retrouves avec des pics de draft qui ont été faits au fit pour une équipe qui finalement n'avait même pas le plancher pour le faire, quoi. Ouais, une Et mauvaise oui. construction. Mauvaise construction d'équipe et tu te retrouves avec un résultat comme ça où Mais bon. potentiellement t'as perdu à Liberton il y a quelques années, tu vas perdre le mec sur qui tu projettes construire ton effectif avec De'Aaron Fox parce que enfin le mec va pas vouloir Et il rester restera là-dedans. Oui, Sabonis. Ouais, et puis au ça va. final, ils l'ont gagné le trade alors, Sabonis à Liberty. Bon, allez. Bah je sais pas, en tout cas Indiana a battu Boston hier. Bon, messieurs, sur ces bonnes paroles, je pense qu'on a fait un bon tour de piste. Il y a plein d'autres flops, hein. Bien évidemment, les audiences NBA ne font que baisser, cette ligue est nulle et il y a trop de shoot à 3 points. Sur ces bonnes paroles, messieurs, je vous remercie. N'hésitez pas à venir nous donner aussi vos flops et à discuter, à aller soutenir le Dreamcast Show et tout ce que font Baptiste et Azad, très très cool. Vous allez retrouver de toute façon le lien en description. N'hésitez pas à venir discuter avec nous sur Twitter pour nous dire quels sont vos tops et vos flops de ce début de saison. Et on se retrouve pour la suite des événements avec des grosses échéances qui arrivent. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, passez de bonnes fêtes et à très bientôt. Ciao. Ciao, ciao.